vous défendez depuis, en tout cas c'est le titre de votre ouvrage, Rodolphe Crevel, qui est un recueil d'articles, mais absolument, enfin, vous en avez écrit beaucoup d'autres, donc c'est une simple sélection. C'est Mon cher entre-soi, écrit politique d'un activiste. Et ce que Stéphanie Bignon veut recréer, ce que Laurent Oberto nous a parlé, on sait qu'on manque d'entre-soi en France. Et c'est vraiment, au début je me disais, mais c'est ridicule l'entre-soi, mais finalement c'est un joli mot. Hein, je ne sais pas si vous en pensez, c'est l'entre-soi. Bon. Et le numéro, donc le nouveau numéro du Lys Noir, justement, c'est Entre-soi, et c'est sous-titré Contre le racisme et les antiracistes. Alors avant, il y a un auditeur qui m'accuse de ne pas laisser parler mes auditeurs. Bon, je pense qu'il y a d'autres animateurs à l'intérieur de cette radio qui laissent encore moins parler leurs invités que moi. Et par rapport à l'entre-soi, je voulais dire que je trouve cette formule extrêmement intéressante parce qu'aujourd'hui l'entre-soi n'est plus possible parce que entre nous, l'État s'y est immiscé. Alors, donc on ne peut plus être entre nous. Alors, justement, Rodolphe Crevel, bon, je voulais que vous veniez. Bon, j'espère que vous reviendrez dans des prochaines émissions, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, et vous êtes un personnage, on peut dire, mythique maintenant. Parce que les gens m'envoient de temps en temps par internet, j'ai découvert le Lys Noir, Arsenal, etc. Mais c'est incroyable. Et alors moi je leur dis toujours merci, je leur dis pas mais moi j'y suis abonné depuis le début quoi. Mais vous faites un truc qui est quand même sidérant, vous publiez un journal qui fait... Celui-ci fait 32 pages. Voilà, 32 pages, grand format. C'est un tabloïd. Oui, mais c'est un grand tabloïd. Un grand tabloïd. Qui est tiré... là, il est tiré à peu près 20 000 exemplaires. Il y a du numéro tiré à plus. Il est disponible gratuitement. Bon, on peut le trouver en plus sur Internet en téléchargement. Alors, on le trouve, par exemple, à Paris, on le trouve pas dans beaucoup d'endroits, mais on le trouve, par exemple, à la librairie Facta. Je crois que c'est le principal endroit où vous le déposez à Paris. C'est le meilleur, c'est le plus fidèle, mais il y en a d'autres. Voilà. Mais il y en a... Bon, il n'est pas à la FNAC. Non, voilà, bon. Et... vous avez un itinéraire quand même assez incroyable parce que, alors on va pas parler ce soir de votre itinéraire parce que là on va y passer, on y sera encore jusqu'à 1h du matin parce qu'en fait on se connaît depuis plus de 30 ans. Oui, tu étais à la FEN et, voilà, et moi je tractais pour la F devant la gare de Rouen et on allait au métro Paul, le bar des Faf de Rouen. Voilà. Alors, justement, le Lys Noir a fait son apparition il y a 1 an et demi. Oh non, il y a 3 ans déjà. Il y a 3 ans. Bon, donc, mais alors c'est un peu étonnant parce que ça m'étonne parce que c'est marqué numéro 14, mais il me semble qu'il y en a eu beaucoup plus. Non, alors parce qu'en fait, il y a dans notre flotte, il y a plusieurs vaisseaux. Le Lys Noir est évidemment le vaisseau amiral. Il y a eu 14 Lys Noirs en papier qui sont sortis avec des versions PDF. Il y a eu à peu près une trentaine de Lys Noirs qui n'ont pas été imprimés, qui ont été simplement diffusés sur un fichier donc avec les PDF. Il y a eu 8 numéros de nos jeunes qui s'appellent le journal s'appelle L'Affût, Action française universitaire. Il y a eu 2 numéros de notre journal un peu destiné aux militaires et qui s'appelle Arsenal. On a eu 4 numéros de notre journal Le Bonnet Rouge. On a eu 1 numéro du Lys Rouge. Pour plaisanter entre nous, on dit souvent qu'on a plus de journaux que l'UMP et le Front National réunis. Voilà. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est quand même très particulier. C'est une espèce, on peut dire un ovni. Oui. On pourrait dire dans la presse militante, je ne vais pas dire d'extrême droite, parce qu'en gros, tu es anarcho-révolutionnaire, pourrait-on dire, ou anarcho-royaliste. Oui, l'inspiration de départ est une inspiration d'ailleurs qui n'est pas aussi fantaisiste que ça. La sensibilité anarcho-royaliste dans le mouvement royaliste existe depuis très longtemps, depuis Sarc le Pondon. Au moment où c'est apparu, en gros, il y a 3 ou 4 ans, ça a quand même été un splash parce que personne ne s'attendait à la sortie de ce journal, qui d'ailleurs est venu d'une simple conversation. Disons que c'est une conversation qui a mal tourné et qui nous a ensuite obligés d'être fidèles à ce que nous avions dit. Nous n'étions pourtant pas sourds, nous étions parfaitement à jeun, mais nous sommes mis à concevoir ce Lys Noir. D'abord parce que le titre nous a plu.
Ensuite, on a commencé à faire la maquette et on a vu que cette maquette pouvait tenir la route. Et en réalité, après, dès le premier numéro, ce journal nous a totalement échappé. Car pour ceux qui ont l'habitude de faire des journaux, ce qui est mon cas, le premier numéro, on le décide un peu. Le deuxième numéro, on le fait un peu par rapport au premier. Et puis au troisième, on voit que ce journal se met à nous posséder, alors que nous possédions le premier ou le deuxième numéro. Et le 3 et le 4 s'imposent à nous. Ouais, enfin celui-là, c'est quand même... moi, je suis désolé, je publie Fait Documents depuis 18 ans, là, je crois maintenant. Il m'a jamais échappé, hein. Ah oui, parce que toi, c'est du factuel. Mais toi, vous, dans ce... on peut dire, c'est sous-titré Organes de la conjuration, ce qui est absolument... Enfin, il y a un côté quand même absolument incroyable. C'est que chaque numéro est très différent. Oui. Et réellement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, on donnera les adresses pour le recevoir ou aller le récupérer sur Internet tout à l'heure. Chaque numéro est totalement différent. Et avec, ce que je trouve agréable, un foisonnement d'idées et de sujets traités qu'on n'avait, pour moi, jamais vu traités dans aucun, pourrait-on dire sans vouloir être vexant, fanzine nationaliste depuis 30 ou 40 ans. De temps en temps, il y avait un article qui paraissait sur un sujet, mais vous avez fait... pas complètement des numéros, mais par exemple, vous êtes passionné pour Theodor Kaczynski, c'est-à-dire Unabomber. Vous avez fait vous êtes très dans le mouvement décroissant. Oui. Dire qu'il y a un thème... Nous sommes intéressés par l'aspect anthropologique du combat décroissant, non pas forcément par l'aspect petite fleur ou faune ou flore. Ce qui nous intéresse dans la décroissance, ce sont ses conséquences sur l'anthropologie. D'ailleurs, eux-mêmes, les décroissants, quand on leur parle, on arrive à cette position-là. Même certains d'entre eux, notamment les principaux, commencent à avoir même des positions catholiques, morales, très affirmées, parce qu'ils se sont aperçus que, finalement, la décroissance, si elle ne débouchait pas sur une libération anthropologique, elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc nous, ce qui nous intéresse dans l'écologie, ce n'est pas l'écologie, c'est ses conséquences sur la manière de vivre. Justement, c'est pour ça que vous êtes intéressé, par exemple, évidemment pas à l'écologie à la Voynet, mais vous êtes intéressé à l'écologie radicale. Oui. C'est-à-dire, on peut dire, ce qu'on appelle l'écologie radicale, l'écologie profonde. Oui. Bon. Et vous avez mis en exergue, alors excusez-moi parce que je n'ai pas apporté tous les numéros, en lumière un certain nombre de textes d'un écologiste scandinave, finlandais, absolument incroyable. Je crois que vous en parlez, parce que vous êtes un des premiers. Bon, moi je connaissais. Même les écologistes en France ne le connaissent pas. Voilà. Donc rappelez, parce que c'est un personnage incroyable, parce que c'est un écologiste plus que radical, puisqu'il est en fait pour le totalitarisme. D'accord. Il est pour une dictature écologique. La position de Pentti Linkola, contrairement à la plupart des décroissants, et même tous les décroissants, consiste à poser la question de la mise en pratique, de la prise du pouvoir. Donc, il se pose la question auquel répondait Lénine, que faire, et alors que les décroissants, généralement, même tout le temps, lorsque vous leur demandez comment vont-ils arriver au pouvoir, ils vous disent mais peut-être après une grande glaciation nucléaire, ou peut-être une fois que 196 pays du monde se seront mis d'accord, etc., etc. En fait, ils n'ont pas de marche vers le pouvoir. Et puis évidemment, la plupart du temps, ils se présentent. Il arrive que des décroissants se présentent. Ils font généralement 0,1, 0,2, etc. Bon. Pentti Linkola est d'abord un ornithologue qui publie depuis les années 50. Je veux quand même que vous expliquiez en 2 mots, parce qu'on ne va pas y consacrer l'émission, juste que c'est que la décroissance, parce qu'il y a des auditeurs, sinon, qui vont décrocher. La décroissance, c'est simplement le refus de la trépidation économique. C'est la mise en avant de ce qu'ils appellent la frugalité, une manière de vivre simplement. Alors, ils se divisent en plusieurs catégories. Il y en a qui veulent revenir au XIVe siècle. L'économie des ressources naturelles. Et c'est pas du tout, et ça n'a rien à voir, il faut le comprendre, avec ce qu'on appelle, évidemment, entre guillemets, dont Laurent Roberton, notre réunion, vous parlez, et Stéphanie Bignon, vous auriez pu, c'est un sujet que vous connaissez, ce qu'on a dans les entreprises, qui est appelé du mot pompeux développement durable. Oui, ils sont très hostiles. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Mais je crois que ce qui est important, c'est de vivre justement de la terre. Donc Pentti Linkola est un ornithologue, il a publié dès les années 50.
Il a maintenant très célèbre comme il a ornithologue. 80 ans. Si vous allez sur Internet, vous allez voir à peu près 50 vidéos finlandaises de Pentti Linkola. Et puis il commence à publier donc sur les oiseaux, et puis il réfléchit, et puis dans les années 90, il publie un bouquin qui s'appelle Can Life Prevail? Est-ce que la vie peut prévaloir? Est-ce qu'on peut sauver la vie? Et là, il commence à affirmer des thèses que les écologistes vont prendre un peu dans la figure, en posant la question du pouvoir. D'abord, il pose la question de la décroissance dans un seul pays, hein, la Finlande, puisqu'il était finlandais, et puis il en arrive à définir que si un pays passait le premier à la décroissance, il serait immédiatement attaqué par les autres, en tout cas il serait sujet d'hostilité, voire d'embargo, et donc il définit déjà la conservation de l'appareil militaire, ce qui pour des écologistes assez audacieux, voire même il préconise que l'armée finlandaise décroissante s'équipe au plus rapidement de l'arme nucléaire pour pouvoir véritablement résister à l'oppression. Alors le système de Pentti Linkola, pour le résumer schématiquement et injustement, c'est quelque part les Amish qui seraient protégés par l'armée américaine. En fait, il y aurait un noyau qui vivrait comme au XIVe siècle, avec un peu d'électricité pour s'éclairer, mais à peine de l'attraction. Il y a des films comme The Village, etc., qui retracent tout à fait ce mode de vie. Mais autour, pour garder cette sorte de parc des écrins humains, il y aurait donc une force militaire qui, elle, continuerait à utiliser tous les moyens de la technologie, le téléphone, l'ordinateur, les armes, etc., pour pouvoir préserver. Alors, c'est un principe qui les intéresse. Une des choses, c'est qu'on ne fait pas une émission, évidemment, pour ami auditeur de Radio Courtoisie, qui est à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française. Donc je reçois ce soir Rodolphe Crevel, personnage, on peut dire, véritable mythe à lui seul, qui a réussi à créer un mythe autour de lui. Il sourit, mais c'est beaucoup de gens, énormément, sur Internet, vous êtes une sommité, c'est pour ça que ça me fait plaisir, qui vient donc, qui publie notamment le fameux Lys Noir, qui vient de sortir donc Mon cher Entre-soi, qui est un écrit politique d'un activiste, ouvrage. Donc, aux éditions des Lys Noirs, tout ça est évidemment, ce sont des samizdates, et donc ouvrage qui signera à la librairie Fecta ce samedi 7 mars, librairie Fecta 4 rue Clichy Paris 9e, de 14h30 à 18h. Et donc, je prenais juste cet exemple, mais on va peut-être en aborder d'autres, pour donner une idée de la richesse de vos écrits, des écrits de la petite équipe qui est constituée autour de vous, et du recueil d'ouvrages. Alors, on va passer un peu du coq à l'âne. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, je ne vais pas dire à vous seul, mais je sais pas, vous êtes combien? Vous êtes une quinzaine, trentaine? En appareil militant qui diffuse le journal, on est à peu près une trentaine, voilà. Et pour ce qui est de la rédaction, 5. Bon, vous avez réussi quand même à avoir des demi-pages dans le Monde. Dans le New York Times aussi. Dans le New York Times, plus dans la presse russe, dans toute la presse africaine. Toute une série de journaux, parce que vous aviez préconisé un coup d'État militaire en France. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes... en disant que... Et alors, je crois qu'il faut vous expliquer pourquoi vous aviez fait ça, parce que vous dites qu'il y a une conjonction absolument incroyable en ce moment dans l'armée française, dont aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande veulent la quasi-destruction. Et qu'ils ont été obligés de maintenir exceptionnellement parce qu'il y a eu des événements récents. Donc là, du coup, on se dit, non, on va peut-être supprimer un peu moins, et on va leur accorder les crédits dont ils ont besoin. Tout en sachant pas où on prendra l'argent. Mais je trouve que le thème que vous aviez, vous êtes un véritable activiste. Et donc c'est absolument fascinant de voir comment avec peu de moyens, mais une capacité et vos textes sont vraiment remarquablement bien écrits, pourquoi vous disiez qu'un coup d'État était possible en France? D'abord, coup d'État militaire. D'abord le coup d'État dans la bouche d'un royaliste ou dans les pages de son journal ne devrait étonner personne, puisque le royalisme à l'origine, en tout cas tel que nous l'avons conçu dans les milieux d'action française dont je suis originaire, c'est un complot permanent contre la République. On se lève le matin contre la République, on se couche le soir en pensant ce qu'on allait faire demain contre la République. C'est le complot permanent. Bon. Et le coup de force a toujours appartenu au corps de doctrine royaliste. C'est
la seule famille d'idées qui a annexé, soit parfois au milieu, ou soit à la fin, ou soit au début de son corps de plus extraordinaire, mais le coup de force est toujours présent dans le corps de doctrine d'Action française. Oui, Maurras en parle. Il a publié là-dessus, etc. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que des royalistes parlent de coup de force, puisque c'est quelque part leur ADN, et en tout cas c'est le nôtre. Bon. En plus, quand on parle du lys noir, il est évident que cela peut avoir des références au docteur Martin, puisqu'on sait très bien que, par exemple, le lys noir était le signe du docteur Martin, et que le docteur Martin, pour les royalistes qui sont un peu connaisseurs de la chose, est un homme qui a une sorte de psychopathe du complot permanent, comme moi, qui a toujours participé. Pierre Péan lui a consacré un gros ouvrage. Avec le lys noir en couverture. Voilà. Et qui est, où il est connu, il est considéré comme le plus grand comploteur français du XXe siècle. Avec son bâton de maréchal, puisqu'il meurt en 69, mais en 60. Et puis 69. Il faut rappeler que Radio Courtoisie a un lien très particulier avec le docteur Martin, puisque sa fille, Danielle Martin, intervenait très très régulièrement à Radio Courtoisie pendant environ une quinzaine d'années ou 20 ans, puisque c'était l'épouse de Pierre de Villemarais. Et donc, le livre de, d'ailleurs, Pierre Péan est très intéressant de qualité. Tout à fait favorable. Voilà, oui, c'est enfin favorable, enfin gentil en tout cas. Et le docteur Martin meurt en 69, mais début 69, il a le temps de se faire condamner par la Cour de sûreté d'État avant que celle-ci ne disparaisse, ce qui pour le docteur Martin était vraiment l'ambition même. Être condamné par la Cour de sûreté d'État, c'est pour certains types de militants, ça équivaut à une Légion d'honneur, voire plus. Donc le rapport entre notre groupe royaliste et le coup de force, c'est un rapport naturel. Voilà. Je pense même que si entre nous ne parlons que cela, il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. Donc pour ce qui revient à donc nous avions dans notre panoplie de titres disponibles, nous avions Arsenal, qui était à l'origine un titre qui est de la Nouvelle Action Française, qui était une structure royaliste entre l'Action Française et la NAR au moment de la scission de 71, soit je dis ça pour les spécialistes. La NAR a eu un Arsenal qui était une sorte de journal doctrinal qui n'est pas spécifiquement destiné aux militaires. Et quand on a repris le titre Arsenal, on l'a destiné, ne serait-ce que par sa consonance et pour son sens, à un public militaire. Donc, alors, tout simplement, nous avons analysé la situation. C'est-à-dire que tout coup d'État commence par notamment des revendications de type catégoriel. Il est illusoire de croire, c'est faux de croire que les militaires se mettent en branle comme ça pour des grands sujets, des grandes révoltes morales ou politiques. La plupart du temps, dans presque tous les cas, lorsqu'on étudie les coups d'État, les militaires se déterminent dans un premier temps sur des raisons catégorielles, ou corporatives, ou de nature purement bassement matérielle. Ce qui était le cas il y a 2 ans, puisque le logiciel de paiement dysfonctionnait, puisque le livre blanc était annoncé, et le livre blanc promettait des disparitions d'unités en grand nombre, puisque la seconde section, qui comporte 5500 généraux, venait barrer toute espèce de possibilité de progression des officiers supérieurs. Aujourd'hui, dans l'armée française, un colonel n'a pratiquement aucune chance d'être général. Et puis, il y avait aussi l'apparition de la Manif pour tous, qui était un véritable traumatisme dans l'armée française. Dans l'armée française, il y a 2 systèmes de cooptation, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a 2 systèmes de cooptation qui fonctionnent en bonne intelligence. Généralement, c'est un système de cooptation qu'on va appeler catholique traditionnel, et un autre système de cooptation qui est d'origine maçonnique. C'est les deux grands, et c'est vrai qu'ils cohabitent d'une certaine manière. Très bien, puisqu'on voit des éminents responsables du système de cohabitation catholique traditionnel, comme Puga, cohabiter tout à fait normalement avec le régime d'aujourd'hui, puisqu'il est le chef d'état-major de l'Élysée, prolongé d'ailleurs. Mais justement, parce que en fait, on peut pas. On va quand même en parler, mais moi c'est un sujet qui m'a toujours fasciné, les rapports entre l'armée et la franc-maçonnerie, et justement qu'aujourd'hui il y a un créneau, il y a 2 en gros systèmes de promotion, et on peut avoir aucune promotion si on ne fait pas partie d'un des 2 systèmes, une de ces 2 colonnes vertébrales, l'une étant la franc-maçonnerie, et d'autre part l'autre étant le catholicisme de tradition, pourrait-on dire, au sens là. Alors pourquoi? Parce que avec deux systèmes différents, puisque l'un s'adresse, le système maçonnique s'adresse principalement aux officiers matheux.
hein, qui n'ont pas forcément un grand idéal patriotique, mais qui rentrent dans l'armée pour des raisons, je dirais, alimentaires. Ceux-là, on leur réserve le contrôle général, on leur réserve l'artillerie nucléaire, l'intendance, les communications. Oui, les communications, c'était le cas du grand maître du Grand Orient de France, mais qui était vraiment petit officier. Et puis ce sont eux qui en fait constituent la structure de l'armée qu'on aime, c'est-à-dire ceux qui vont au contact, au combat et qui combattent avec patriotisme. Et le catholique traditionnel a gardé les armes nobles, la cavalerie, les troupes aéroportées et les forces spéciales. Et si la franc-maçonnerie pouvait s'en débarrasser comme elle a tenté de le faire au moment de l'affaire des fiches, elle a recommencé là. Ils ont bien été obligés finalement de se rendre compte qu'il fallait vraiment des militaires qui veuillent y aller et qui y croyaient. Et donc les seuls, parce que aujourd'hui c'est un peu un sacerdoce, quand on voit qu'il y a des promotions entières de Saint-Cyr ou de Polytechnique où il n'y a même pas un polytechnicien qui reste dans l'armée, ce qui était le contraire avant, ou par exemple des Saint-Cyriens qui partent très vite, etc. En fait, ils sont obligés de subir ça, mais la franc-maçonnerie, si elle ne veut pas la suppression de l'armée française, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, est bien obligée de tolérer effectivement qu'il y ait une hyper-sélection et des promotions par lesquelles... Voilà. Donc je vous laisse continuer, et vous étiez arrivé à cette idée qu'on était une conjonction très intéressante. Très intéressante, et puis nous sommes principalement un groupe politico-littéraire. C'est-à-dire que nos complots ne sont pas des complots réels, ce sont des complots de papier, des complots d'idées, quitte à ce que d'autres les prennent sérieusement et en fassent eux-mêmes des complots. Ce qui explique les reprises très inquiètes du monde, par exemple du New York Times, etc. En réalité, puisque maintenant ce complot est fini depuis déjà 2 ans, on peut redonner enfin pour Radio Courtoisie les tenants et les aboutissants, voire même les secrets. Un arsenal c'était un 16 pages, nous a coûté à peu près 600 à 700 euros chez un imprimeur espagnol. Bon, voilà le prix du complot. Il fallait le remplir avec évidemment tout ce que nous connaissions, et tout ce que nous connaissions de l'armée, nous l'avions chopé sur Internet, simplement parce que ce que nous avons fait dans Arsenal, c'est que nous avons collecté des informations qui d'habitude ne cohabitent pas. Et rien qu'en les forçant à cohabiter dans le même espace, ce feuillet de 16 pages, tabloïd est important, mais quand même, on a forcé à cohabiter l'affaire du logiciel qui ne fonctionnait pas, l'affaire des maçons, l'affaire de la manif pour tous, qui était notre argument, qui était assez intéressant, et sur lequel nous avions passablement menti, puisque il y avait à peu près 1000 jeunes gens qui avaient été arrêtés pendant les manifs pour tous. On savait quand même, par nos relations les uns les autres, que beaucoup de jeunes gens avaient été arrêtés et avaient décliné leurs identités, et aussi, quand on a 17 ans et qu'on est arrêté dans un commissariat de France, il y a toujours un policier qui vous demande « Et que font tes parents ?» Et dans beaucoup de cas, les enfants répondaient « Mon père est officier ». Alors, on avait ça, on savait que ça avait existé, et d'une manière totalement arbitraire, nous l'avons chiffré à 300 sur 1000. Et ne risquant pas d'être contredit, et nous avons donc inventé au départ l'idée de cette liste, qui ensuite a été confirmée, puisque effectivement c'est en l'inventant et en l'imaginant que nous avons découvert qu'elle était réelle, et qu'une liste avait été composée par le ministère de l'Intérieur sur le nombre d'enfants dont les parents étaient des officiers supérieurs, ou des officiers subalternes, mais des officiers qui avaient donc très mal élevé leurs enfants, puisque leurs enfants étaient pris dans la rue à manifester pour des valeurs non républicaines. Bon, bref. Donc, une fois que cette liste a été confirmée par le Drian a dit effectivement, elle était venue sur son bureau, mais qu'il ne s'en était pas servi, comme si l'affaire des fiches, justement, ne nous servait pas d'exemple. Et après, cette affaire de manif pour tous, mélangée avec le logiciel qui ne fonctionnait pas, mélangée avec la confrontation des deux appareils de promotion intérieure, et à la fin, nous regrettions, en tant que royalistes, que 3 principaux chefs de l'armée à l'époque où nous écrivions, c'était Dary, qui était encore gouverneur militaire pour quelques jours avant de passer comme conseiller à la manif pour tous, et il y avait Puga, ancien lieutenant qui avait sauté avec Dary sur Kolwezi et qui avait donc fondé sa carrière sur le fait qu'il était le dernier officier français à avoir sauté sur Kolwezi, ce qui lui donnait une certaine gloriole, et puis Pierre de Villiers, le frère de Philippe de Villiers. Puga manquait quand même toujours aujourd'hui
chef d'état-major particulier, et qui fait toute la politique africaine. Qui était de Nicolas Sarkozy et qui l'est toujours de François Hollande, parce que François Hollande, en fait, a trouvé personne d'autre de compétent. Alors, et donc c'est lui qui est le grand responsable de tous les journaux de gauche. Tous les journaux de gauche savaient, et il avait parfois dit que le frère de Puga était un prêtre traditionnaliste. Tout le monde savait que Pierre de Villiers était le frère de Philippe de Villiers, qu'il avait été élevé dans les mêmes conditions et qu'il avait exactement les mêmes valeurs familiales et morales. Tout le monde savait que Bruno Darry était entre-temps passé à la Manif pour tous comme conseiller, sauf que personne n'avait pensé simplement à additionner les trois cas. Et à la fin, nous concluons en disant que nous regrettions tout simplement que les trois généraux en question n'aient pas en tant que force soit possible, mais qu'il n'ait pas été procédé. Qui n'ait pas saisi cette occasion d'avoir 1 million de personnes dans Paris pour faire la chose. En fait, nous leur reprochions de ne pas y avoir pensé, voire même d'avoir été trop stupide ou trop général pour y avoir pensé. Et on en profitait pour faire une référence au coup d'État portugais du 25 avril, la fameuse révolution des œillets, où justement des généraux n'étant pas en première ligne, c'était surtout des capitaines qui étaient montés sur l'affaire, comme d'ailleurs ce qu'on appelle le coup d'État des généraux en Alger était surtout un coup d'État de capitaine. Bon, on faisait un appel, une sorte de clin d'œil au capitaine, mais cette manière de procéder pour nous est une manière littéraire, c'est qui consiste d'abord à bien écrire nos papiers, de les faire d'une manière très drôle, pour que cette drôlerie et cette manifestation un peu peut-être prétentieuse, mais de style, puisse également nous protéger, parce que nous relions à la tradition d'action française, qui est celle du canular. Les grands canulars d'action française dans l'entre-deux-guerres sont aussi dans notre ADN. Donc ce que nous disons dans notre journal est parfois à prendre au sérieux, parfois à prendre comme un canular. On pourrait dire que vous avez on peut faire un parallèle inversé, et encore pas forcément inversé d'une certaine manière, avec les situationnistes. Oui. D'ailleurs, vous leur avez rendu hommage sur d'autres dans terrains, un certain nombre de numéros. Et justement, notamment ce qui est quand même absolument fascinant, c'est que vous me dites il y a 5 rédacteurs, une petite équipe, et vous arrivez à faire, d'une certaine manière, en tout cas pour Le Monde et pour d'autres journaux, à faire trembler la République, alors qu'en fait c'est un canular littéraire. Enfin, c'est une affirmation littéraire de quelque chose qui est du domaine du politique. Voilà. Alors justement, c'était juste un exemple pour donner, comme on l'avait fait pour l'écologie, pour montrer la richesse, je dirais, ça c'est une richesse dont je ne suis pas responsable, différentes publications. Le L'histoire s'est créée lorsque mon fils m'a présenté principal et ensuite plusieurs jeunes intellectuels royalistes qui avaient 24 ou 25 ans à un moment où je les ai rencontrés, où à l'époque moi j'avais 30 ans de plus qu'eux. Donc moi j'avais la technicité parce que j'ai travaillé dans la presse, mais jusqu'à ce que je les rencontre, je n'étais pas du tout initié à ce que eux avaient déjà dans le crâne. Ce qu'ils avaient dans le crâne, alors que moi j'étais un royaliste contre-révolutionnaire, réac classique, etc. Et je rencontre ces jeunes gens qui sont en fait des chasseurs d'idées de l'autre côté de la frontière. Alors ils me font lire Le Comité Invisible, ils me font lire Ivan Illich, ils me font lire James Semprin, ils me font lire Philippe Muret, tout ce que normalement un bon réac de droite bien dans ses bottes ne doit pas forcément lire ou devrait avoir la paresse de lire d'après certains. En réalité, ces jeunes gens nous ramènent de l'autre côté de la frontière des idées comme celles de certains situationnistes comme Semprin, des idées qui sont fabuleusement intéressantes dans la mesure où même la gauche est incapable de les utiliser la plupart du temps, notamment par exemple Pouna Bomber, dont finalement toute la campagne terroriste a consisté à ne tuer que des gauchistes, est absolument inutilisable par les gauchistes, même si... J'avais fait une émission il y a plusieurs années avec son traducteur, puisqu'il y avait eu un gros recueil d'articles. Un médecin, je crois. Médecin spécialiste d'ailleurs des questions NBC. Hein, c'était un peu membre des services, à mon avis. Oui, questions spécialistes, oui, effectivement, c'est proche, mais le livre est très intéressant. Et justement, il y avait un côté qui n'a pas été évoqué en France, que vous avez repris d'ailleurs, qui est ce côté politique, puisque Kaczynski, c'est un terroriste ou c'est plutôt un écrivain qui passe terroriste. En fait, les principaux adversaires de toute révolution sont les gauchistes et les féministes. Et puis globalement les scientistes. Et il dit, quelqu'un qui voudrait faire un mouvement révolutionnaire doit commencer par éliminer les gauchistes et les féministes, et il explique pourquoi. Bon, alors ça peut faire... Bon, on avait fait une émission là-dessus. Bon. Alors, ce que je voudrais continuer, c'est... Parce que on a un peu alléché les auditeurs de la radio. Vas-y, Rodolphe Crevel. C'est... est-ce qu'il y a un site
sur lequel... Alors, on avait un site sur lequel on peut trouver les différents numéros en téléchargement. Alors, d'abord, nous sommes un mouvement anti-technologique parce que nous sommes le mouvement de l'homme ancien, nous sommes des bernanociens. Il faut savoir que dans l'AF, il y avait des maurassiens qui étaient majoritaires, mais que le courant bernanocien dans l'Action française a existé et souvent a été poussé vers la sortie. Et il y a donc un mouvement... L'homme contre les robots. Voilà, c'est pour nous, enfin la France contre les robots. Excusez-moi, le livre majeur. La France contre les robots. La France contre les robots, qui est un petit texte de 1945, au moment où Bernanos revient du Brésil, et après que De Gaulle lui ait proposé le ministère de la Culture que Bernanos refuse, et 3 ans avant de mourir en 48, Bernanos a le temps de pondre des textes majeurs qu'il adresse. Un ouvrage remarquable. Et d'une préscience alors absolument inouïe, et qui est d'ailleurs aujourd'hui un bouquin que nous partageons même avec les décroissants, puisque dans la décroissance, il publie souvent maintenant des extraits de Bernanos, et donc de La France contre les robots. Donc pour nous, La France contre les robots est le bouquin du XXIe siècle, sinon du 3e millénaire, et nous constatons l'impossibilité d'utiliser le plus gros du corps de doctrine maurassien face à la méga-machine dont parle James Samprin. Alors, je vous entendais, madame, tout à l'heure parler de la liberté, etc. Ça, avec des connotations conservatrices, etc., qui ont été les miennes longtemps, etc. Nous ne parlons plus du tout de liberté. C'est un mot qui est totalement absent de toutes nos publications, et depuis le début, aucune page ne porte le mot liberté. Nous n'en sommes plus là, nous sommes les combattants de l'homme ancien contre la méga-machine dont James Samprin parle beaucoup. Cette méga-machine est à la fois un produit d'hommes, mais également d'objets qui deviennent totalement autonomes, même du contrôle des hommes, et puis de rythmes de consommation effrénés, de manie, de monomanie qui s'emparent des gens, une sorte de folie collective accompagnée de cette religion compassionnelle sans Dieu dont je parlais tout à l'heure. C'est l'alliance des objets connectés avec le compassionnel. La société panoptique mélangée à la religion compassionnelle sans Dieu donne une sorte d'apocalypse que nous vivons. C'est ce que disait Philippe Muret: ne redoutez pas la catastrophe puisque vous y êtes dedans. La plupart des conservateurs et des réactionnaires tentent d'éviter la catastrophe. Ils ne réalisent pas qu'elle s'est déjà produite depuis un certain nombre d'années. Et donc nous sommes dans une logique Fight Club, dans une logique de dénonciation de la méga-machine, et non plus avec des arguments politiques, mais avec des arguments, je dirais, presque militaires. Il s'agit maintenant de reprendre la possession de l'État, non pas pour faire peut-être un régime conservateur parfait, mais peut-être tout simplement pour atteindre la boîte à fusibles. Quelque part, nous sommes en train de nous construire une sorte de doctrine du sabotage, par la prise, mais toujours fidèle au coup de force, reprendre le pouvoir, même d'une manière éphémère le coup de force, pour casser la boîte à fusibles, pour casser la méga-machine dans ses réseaux électriques, dans ses réseaux panoptiques, dans ses communications intérieures, puisque nous partons du principe qu'aujourd'hui, les hommes sont surtout soumis à des flux plutôt qu'à des dominations humaines. Bien sûr que les dominations humaines accompagnent les flux, les incarnent et leur donnent des visages, mais les flux sont autonomes. Je suis d'accord, mais nous, quand nous parlons de liberté, nous parlons évidemment de liberté très profonde. Non, mais je comprends bien, mais c'est juste pour étayer ma pensée. Charrette, donc on a mais non, je suis aussi une maurassienne, etc. Donc je vous suis sur beaucoup de sujets, donc absolument. Mais quand même, il y a 2000 ans un changement de paradigme, tout n'appartient pas à César. Et nous avons le devoir d'être libres. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit il y a 2000 ans. En tout cas, nous avons on a le devoir d'être libre. Et donc, cette liberté de conscience qui nous a été soufflée il y a 2000 ans, eh bien, il faut en faire bon usage. Il faut que la conscience, malheureusement, même la liberté de mouvement, la liberté d'intégrité physique. Mais elle commence par la liberté de conscience. Et c'est l'objet de Terre et Famille. C'est de commencer par le début. Voilà. Nous, ce que nous anticipons, c'est l'homme bourré de prothèses. C'est l'homme qui ne voit plus le ciel. C'est les drones qui servent parce que vous parlez d'agriculture tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit par exemple que depuis 1 an, les drones sont en train d'envahir la technicité agricole, et que on aura bientôt des agriculteurs qui auront des drones chez eux et qui manipuleront pour voir s'il y a des trous dans les D'où d'ailleurs chez nous, Terre et Famille, donc les 2 membres fondateurs, nous sommes toutes les 2 agricultrices, et par ailleurs nous avons d'autres activités. Donc on a un retour à la terre qui nous paraît évident pour retrouver, alors vous l'appelez l'homme ancien, mais nous on se projette, on se projette au sens où pourquoi l'homme ancien, l'homme de toujours. Voilà. Oui, bien sûr, l'homme ancien, c'est l'homme de toujours, face à l'homme futur, face à l'homme nouveau, bien sûr. Et donc, cette recherche de l'homme ancien est pour nous une lutte, je dirais,
forte. Alors, pour en revenir à ma question à laquelle vous n'avez pas répondu, mais je sais très bien. C'est laquelle? Où peut-on trouver le Lys Noir? Alors, parce que... Et Arsenal, Bonnet Rouge... Il y a forcément un mystère autour du Lys Noir qui s'est défloré au fil des années. Mais au début, personne ne savait même qui appartenait au Lys Noir, sauf les initiés, bien sûr. Progressivement, nous avons cessé cette plaisanterie de nous cacher trop, etc. Puisque de toute façon, la police, la DPSD, nous avons eu la DPSD pendant 6 mois sur le dos, donc inutile de cacher aux auditeurs de Radio Courtoisie ce que la DPSD connaît parfaitement. Donc, progressivement, nous avons fait notre coming out et nous sommes apparus. Mais au fond, comme nous sommes dans des combattants anti-technologiques, l'idée d'avoir un site internet, on a une simple page, on a une page Facebook, je ne sais même pas comment ça s'appelle, et on a un journal papier, plusieurs journaux papier qu'on balance par des réseaux physiques, c'est-à-dire que des voitures partent, déposent des liasses de journaux dans des endroits qui eux-mêmes se redispatchent, etc. C'est ça notre manière de combattre la méga machine. Attention, nous devons être poursuivis pour anglicisme répétitif. Hein. La méga machine, elle nous obligerait normalement à avoir un site internet, la possibilité. Au début, nous avions un Tumblr. Et nous avons été victimes d'une attaque contre notre Tumblr, attaque que nous n'avons même pas relevée, puisque finalement on a observé, pour continuer dans les anglicismes, une recrudescence des likes qui nous concernaient à partir du moment où nous étions privés de sites Tumblr. Non, mais je dirais qu'en fait, quand on vous cherche dans un moteur de recherche, il y a beaucoup de gens qui ont mis vos titres en ligne. Et donc, si vous tapez Lys Noir, on le refera. Et puis par ailleurs, mais on peut les trouver quand même sur Internet en cherchant un peu. Et puis d'autre part, Facta diffuse des vieux numéros. Oui. Et puis d'autre part, on peut vous contacter. On peut nous téléphoner. On peut vous téléphoner. Il me semble quand même que vous avez une adresse Internet. On a une adresse mail qui s'appelle les Lys Noirs, donc tout au pluriel. Courriel. Attention. Trop d'anglicisme. Un courriel. Pour quelqu'un qui aime la France. @gmail.com. Voilà, c'est les Lys Noirs. Mais comme je suis cerné de jeune, je suis cerné d'anglicisme. leslisnoirs@gmail.com. Et là, donc vous pouvez envoyer les numéros. Et d'ailleurs, une fois qu'on est abonné chez vous, on reçoit systématiquement en PDF votre revue et on l'imprime. Beaucoup s'amusent à le faire. Et on en dispose. Voilà. Bon. Donc, il y a un côté très canular chez vous. En fait, je le sais depuis. On se connaît depuis 30 ans. En fait, que vous avez toujours développé. Bon, on ne va pas parler de tout, mais vous avez le canular compris comme une manière de protéger ce que nous avons de plus sérieux. Hein. Pas le canular pour le canular. Nous ne sommes pas un groupe dadaïstes. Nous sommes un groupe qui, évidemment, arrive à se mouvoir dans la réalité contemporaine. Nous sommes face à un système policier extrêmement sophistiqué. Et donc, pour se protéger, nous avons deux choses. Nous avons le talent. Et puis l'humour ironique et l'humour. C'est-à-dire que ce que le système ne pardonnerait pas à des jeunes gens qui seraient un peu obtus, qui seraient un petit peu dans les vieux sillons de l'entre-deux-guerres, etc. Il nous le pardonne à nous parce que les régimes ont toujours été un tout petit peu gênés de condamner des gens beaucoup plus drôles qu'eux et beaucoup plus talentueux qu'eux. Parce qu'un des éléments dont on peut parler, Rodolphe Crevel, c'est que justement vos textes sont très bien écrits, vous signez, et en même temps, on peut dire assez souvent violents. Orduriers parfois même. Voilà, orduriers effectivement, avec des termes qui peuvent être poursuivis, par exemple pour xénophobie, homophobie, etc., mais qui sont employés de manière suffisamment habile pour qu'on voit que c'est de l'humour, comme il y a quelque chose qui est sous-jacent. Pour qu'on voit d'abord que c'est sans haine. Nous sommes royalistes, on n'est pas autre chose. C'est-à-dire que on a donc vis-à-vis par exemple de l'immigration, on a dans un premier temps un devoir de charité et ensuite un devoir de conscience par rapport à notre peuple, un devoir de protection de notre propre peuple. Cette contradiction permanente que nous avons entre le devoir de charité et puis le devoir de protection de notre communauté fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas penser n'importe quoi. Donc toujours ce vieux fond royaliste nous aide énormément à formuler ce que tu viens de dire, qui n'est pas toujours du domaine du conscient ou de la tactique. Non, parfois c'est notre royalisme congénital qui nous oblige à être des gens bien. Alors ce qui est très particulier, c'est qu'en même temps vous êtes extrêmement ouvert,
Alors, je veux préciser oui. Comme ça pour te interrompre que l'Histoire est un journal modéré, extrêmement violent. C'est-à-dire que contrairement à l'extrême droite, où généralement les propos sont très violents et où les actions sont extrêmement modérées, nous avons inversé les termes. Nous sommes modérés en pensée et très violents dans le style, dans l'expression et même dans les actions que nous menons. Alors ce qui est très particulier, c'est qu'il y a quand même une espèce d'humour décalé, oui. Ou de, on peut dire quand même d'ironie décalée. Comme dit l'humour et la politesse du désespoir, voilà. Il y a quelque chose de... Vous avez à la fois, on peut le dire pour les auditeurs, j'espère qu'ils seront nombreux à vous écrire, et que vous gagnerez beaucoup enfin que vous aurez beaucoup de nouveaux abonnés par Internet ce soir. Mais dis-leur que c'est le seul journal que tu lis. Ah non, c'est pas ça. C'est que c'est un des rares journaux que je lis pratiquement intégralement, alors c'est très long à lire parce que c'est écrit très petit, etc. En plus, moi je l'imprime en petit format, donc je lis pratiquement avec une loupe, mais c'est un journal qui me réjouit. Parce qu'il y a toujours, dans chaque numéro, il y a des éléments que je connais par un auteur que je vais découvrir, après je vais acheter ses livres, je vais me dire oui, ils ont bien vu, etc. Et donc c'est un peu un éveilleur d'esprit, quoi. Mais en même temps, et c'est là où on voit je sais pas si ça tient, bon, vous avez un certain nombre de têtes de Turcs, mais pas méchamment. Non, jamais. Et alors, par exemple, il y a un des numéros, par exemple, où vous êtes montré très critique vis-à-vis de Jérôme Bourbon, par exemple. Oui, par exemple. Bon, qui est un personnage courageux, estimable, etc. Mais en même temps, vous lui avez dit... ça s'appelait Jérôme, arrête, tu nous fais du mal à tous. Voilà. C'est fais preuve d'un peu d'humour et prends du recul par rapport à ce que tu fais. Et même ce texte était, oui, effectivement, bon. Ou par exemple, vous avez une autre tête de Turc avec laquelle que j'invite souvent ici, et pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est Alain de Benoît. Mais en même temps, vous dites oui, parce que c'est lui qui a trouvé, avant tout le monde, les décroissants, qui s'est intéressé au situationnisme, qui s'est intéressé à l'écologie, etc. Mais en même temps, vous êtes très critique avec lui en disant non, il n'est pas de chez nous. Oui, il n'est pas de... Enfin, lui, si, mais nous dénonçons souvent les aliens. C'est-à-dire que aujourd'hui, la très grande partie de ce que nous appelons nous-mêmes notre famille, c'est à l'extrême droite. Nous sommes d'extrême droite. Hein. Pour nous, l'extrême droite, c'est le grand espace de pensée dans lequel il y a énormément de choses. Mais pour nous sommes d'extrême droite. Ça nous suffit largement pour naviguer et pour penser. Dans cette grande famille d'extrême droite, avant, il y avait des penseurs autonomes, des penseurs autochtones qui étaient générés dans les rangs militants, dans les petites revues qui commençaient, étudiantes, etc. Aujourd'hui, l'extrême droite est totalement envahie de gens qui n'y ont pas vraiment appartenu avant l'âge de 30 ans ou 40 ans. Ils sont des aliens. Bon, on les cite généralement, c'est pas pour leur faire du mal, etc. Mais il y a plein de leaders ou d'hommes seuls qui animent des blogs, etc., qui sont maintenant des blogs référencés, etc., mais qui ne viennent pas de nos milieux. Et cela nous gêne parce que nous avons ce côté de fraternité d'extrême droite. Nous apprécions les vieux militants et tous ceux qui viennent avec des idées un peu étranges venues d'ailleurs, etc., nous généralement deviennent nos têtes de Turcs dans le cadre de Benoît, parce que ça, je sais que toi ça t'énerve, ça, parce que notre journal arrive à t'énerver de temps en temps. De Benoît, c'est simplement le fait que nous sommes fidèles à notre histoire royaliste originelle. Hein. Nous sommes peut-être des post-royalistes, mais nous sommes fidèles à notre histoire militante. Et dans les années 70, l'Action française qui a perdu la main contre la nouvelle droite dans les années 70, a essayé de s'y opposer physiquement par des bagarres qui ont eu lieu dans les années 72-73 entre la NAF et les gens de la nouvelle droite. Et ces bagarres ont ensuite été abandonnées, mais quelque part cette perte de contrôle de l'Action française et du royalisme catholique par rapport à la nouvelle droite païenne, comme nous en subissons encore les conséquences, nous n'oublions pas de le rappeler que c'est pour nous un sujet d'inquiétude, parce que nous pensons qu'envers les païens de nouvelle droite, ou des païens de manière stricto sensu s'ils le veulent, nous devons leur parler durement, parce que nous avons le devoir d'être fidèles à ce vieux pays, l'Hyper-France, dans lequel, que l'on croit en Dieu ou pas, les clochers, les cimetières, les calvaires, tout ça, ça fait partie de notre géographie mentale et imaginaire, et ça peut aussi faire partie de notre foi, bien sûr, mais donc nous sommes quand même de ce camp-là. Mais en même temps, vous avez quand même un côté où vous aimez bien être injuste. Oui, parce que, par exemple, vous me dites là, par exemple, ce sont des gens, par exemple, il y a des intellectuels de gauche qui sont partis très féroces avec les gauchistes. Non, et de l'ultra-gauche, qui se sont trouvés plutôt dans les idées,
je ne vais pas dire d'extrême droite, mais national-populiste, anti-mondialiste, anti-libéral, parce qu'on sent quand même que les clivages... Et en même temps, vous allez, dans votre revue, dans vos textes, vous allez chercher ce genre d'auteur. Oui. On va chercher chez les gauchistes ceux que le gauchisme n'arrive pas à utiliser et ceux qui ont été pertinents. Ivan Illich, par exemple, est un homme remarquable. Alors, par exemple, on a d'ailleurs un de nos auditeurs qui nous parle, par exemple, de le premier qui a parlé de méga machine, Lewis Mumford, et un homme qui fut aussi critique de l'emprise de la technique, qui est Jacques Ellul. Oui, et ça, Jacques Ellul, c'est maître. Vous en parlez régulièrement. C'est d'ailleurs le maître de Una Bomber. Una Bomber passe à l'action terroriste en lisant Ellul. Et Jacques Ellul, en même temps, a été un des maîtres à penser de José Bové, par exemple. Oui, parce que Bové l'a mal lu. Mais Jacques Ellul n'est d'abord pas un marxiste, un marxien. Il se définissait lui-même comme un marxien, ce qui n'est pas très loin de marxien. Et non, Ellul d'abord un protestant qui a la foi, comme Ivan Illich, qui est un catholique qui a la foi. Ça donne quand même des gens un peu différents de cette gauche, surtout dans ces années-là, dans les années 70, où être un penseur chrétien et en même temps gauchiste était presque une aberration. Et eux-mêmes étaient souvent cernés par une sorte d'incompréhension dans leur propre cas. Je dirais plutôt, moi, d'ultra-gauche. Oui, ce sont des ultra-gauches. Non, ce sont des ultra-gauches. Non, les gauchistes sont ces idiots qui refusent de lire Ellul, qui refusent de lire Ivan Illich, parce que qui refusent de lire Michéa, ou qui refusent de lire Christopher Lasch, parce que s'ils les lisaient, j'espère qu'ils seraient moins idiots. Donc, évidemment, nous avons développé une violence verbale et stylistique féroce contre les gauchistes. Ça a été d'ailleurs la mission qui était assignée à notre AFU, Action Française Universitaire, qui était le journal de 2e division de l'histoire, puisque c'était l'équipe B qui était censée apporter de nouveaux talents à l'équipe A, où nous ne sommes que 5, et il fallait que les étudiants, qui étaient eux aussi 5, fassent leurs dents sur l'AFU pour pouvoir rentrer en équipe A. Alors, amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous rappelle que en cette seconde partie d'émission, Stéphanie Bignon, assez fascinée et restée avec nous, voilà, qui anime donc l'association, excusez-moi, l'association Terre et Famille. Excusez-moi, Terre et Famille, et avec Rodolphe Crevel, qui publie donc, qui est le directeur clandestin peut-être, je sais pas ex-clandestin, voilà, de la revue L'Histoire, qui est une revue anarcho-royaliste, mais c'est plutôt, je dirais, une revue inclassable. Mais c'est fondamentalement une revue anti-moderne. Et qui donc a regroupé un certain nombre de ses chroniques et de ses textes dans un gros volume qui s'appelle Mon cher entre-soi, écrit politique d'un activiste, ouvrage sorti aux éditions de l'Histoire qui doivent être totalement clandestines. Cet ouvrage est évidemment distribué pas du tout dans le système officiel. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui lisent l'Histoire, etc., le AFU, l'autre pour l'armée, Arsenal, etc., seront ravis de faire connaissance avec son directeur tutélaire et fondateur, donc Rodolphe Crevel. Donc ils pourront le rencontrer ce samedi 7 mars, à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, entre 14h30 et 18h. Alors, est-ce que vous avez quand même été étonné, surpris de l'accueil quand même? Vous êtes une vedette. Enfin, ce journal est quand même devenu une espèce de mythe sur Internet. Je ne sais pas s'il y a une notice sur Wikipédia. Enfin, c'est quelque chose qui est très suivi, très attendu. D'ailleurs, je dirais, je vais prendre la 4e. Il se trouve que j'ai lu le livre intégralement, je n'ai pas lu la 4e. Donc je le découvre. Condamné 21 fois pour délit de presse à un total de 500 000 € d'amende, ainsi qu'à 3 mois de prison ferme pour son fameux article « Mon voisin est une mosquée », Rodolphe Crevel est l'écrivain proscrit du paysage politique français, le seul qui soit contraint à vivre depuis 10 ans dans une semi-clandestinité appartenant désormais à son style. Oui, c'est pour ça que ce journal n'a pas de commission paritaire, ce journal n'a pas d'abonnés, ce journal n'a pas d'adresse, ce journal est un samizdat qui circule et qui ne pouvait donc être que gratuit. Et puis aussi c'est un journal léger, c'est-à-dire qu'un journal qui n'a pas besoin de 3-4 vieilles dames pour tenir le service abonnement ou la comptabilité. C'est un journal léger. Une fois qu'on l'a fait, on l'envoie immédiatement. La plupart du temps, faute d'orthographe et coquille comprise, parce que j'ai gardé
cet amour de la presse qui va vite. Je me désole de voir un journal mourir dans ses cartons pendant une semaine. Pour moi, lorsqu'il est écrit, lorsque le dernier article est pondu, il doit aller immédiatement chez l'imprimeur, il doit être imprimé en une journée, et ensuite courir sur les routes, aller jusque dans les armoires métalliques du collège militaire d'Autun, où il est persécuté par le colonel qui dirige l'école, etc. C'est parce qu'il est très recherché. Parfois, il y a des jeunes gens qui le mettent dans des endroits où il ne faut pas le mettre, etc. Parce qu'il a un côté, il a un côté Zorro, il a un côté Mandrin, il a un côté parce que finalement, c'est la première fois que dans notre extrême droite, entre guillemets, il y a un journal qui s'essaye à être drôle, sans haine, en même temps violent, découvreur de choses que dans nos milieux, jusqu'à mon âge, jusqu'à quelques années, moi je ne connaissais pas, et toi aussi tu te sembles les découvrir. Christopher Lasch, tu le connaissais pas il y a 20 ans. Alain de Benoît m'a découvert beaucoup. Hein. Beaucoup, mais nous tous, qui sommes que des fantassins, nous ne connaissions pas Christopher Lasch. Moi je le connais depuis 2 ans, 3 ans. Et toi par exemple, tu as dû le découvrir il y a 2-3 ans aussi. Un peu plus, bon. Mais d'une manière et même beaucoup de nos auditeurs du côté ne le connaissent toujours pas, etc. Et pourquoi? Parce que on était habitués, comme dans toute famille politique, à ne lire que des auteurs de ces familles. Oh oui, non, moi j'ai jamais fait ça. Toi non, parce que toi t'es un collectionneur Mais Christopher Lasch, c'est un homme, c'est un sociologue essentiel. Enfin, voilà. Et on en avait parlé lors de la dernière émission avec les amis. Je pense que ce sont ces jeunes gens. C'est vraiment un auteur qu'il faut faire. Ces jeunes gens d'Action française qui sont allés voir les choses. Est-ce qu'il n'y a pas, j'espère que je ne vais pas les vexer. Non. Des gens très brillants. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'ils se reproduisent ce qui s'est déjà produit avec ce qu'on avait appelé par exemple la génération Maurras au début des années 80, c'est que tous ces gens se recyclent rapidement finalement au Figaro littéraire ou à l'heures actuelles. Alors, après ce que nous avons fait avec Arsenal, ça sera difficile déjà. Et puis quand même, les productions de la F dans les années 90, la génération Portier, pour l'appeler comme ça, produisait des journaux comme Réaction, enfin des revues comme Réaction, ou Immédiatement, qui n'avaient pas du tout la même teneur que l'histoire, même si le fond et les intentions étaient très souvent cousines. Cousines à ce que nous faisons maintenant, et donc quelque part nous nous revendiquons un peu d'eux dans la filiation. Mais quant au style, et au support et la manière d'agir, c'est très différent. C'est très 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 différent. Et je pense que les jeunes gens qui sont formés d'abord dans ces revues des années 90 issues de l'Action française, tout le monde mettait son nom en avant, tout le monde préparait son avenir au Figaro Magazine, comme tu le soulignes. Aujourd'hui, dans nos journaux, personne ne signe. Alors, il reste que 3 ou 4 minutes. Donc je rappelle que je viens de recevoir Rodolphe Crevel pour directeur vénéré du Lys Noir, journal samizdat clandestin gratuit, qu'on peut essayer d'obtenir, si on est extrêmement aimable, en écrivant à leslisnoir@gmail.com. Vous pouvez le trouver également à chaque sortie à la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, où Rodolphe Crevel signera Mon cher entre-soi, écrit politique d'un activiste, ce samedi entre 14h30 et 18h. Mais avant de se quitter, j'aurais donné la parole à Stéphanie Bignon pour lui demander ce qu'elle pense de l'invité que j'ai déniché, parce que il est assez soufflant quand même. Oui, comme à votre habitude, vous nous soufflez de toute façon, Emmanuel, par vos invités. Donc je suis, tout à fait intéressée par ce que vous dites, parce que moi-même royaliste, donc très très touchée par votre approche. Me sentant très très en phase avec l'esprit que vous développez, et je dirais que je dirais que nous sommes un petit peu dans le même type d'action, sauf que, vu de ma fenêtre, c'est-à-dire féminine, je prône le fait pour éviter les dérives idéologiques. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de se mettre les mains dans la terre et de mettre en application ces idées. Voilà. Dans le concret. Une petite différence avec vous, c'est que nous aimons la dérive idéologique. Quelque part, ça nous permet de prendre le soleil sur un vieux radeau qui file sur l'eau, et comme ça. La dérive idéologique ne nous gêne pas. Elle nous permet parfois de rencontrer justement des auteurs que nous n'aurions pas lus si nous n'étions pas en dérive idéologique. Mais moi, j'aime prendre le soleil dans les prés. Bon, il y a plusieurs sensibilités royalistes, on le sait. Alors, je rappelle que j'ai reçu en première partie de l'émission Laurent Oberton, qui, après son grand succès, La France Orange Mécanique, qui ressort au mois d'avril dans une version enrichie, c'est quand même vendu à plus de 200 000 exemplaires. Donc Laurent Oberton vient de signer La France Big Brother, sous-titré Le mensonge chez la vérité, qui vient de sortir aux éditions Ring, avec une préface de Xavier Offert, ouvrage qui signera dans 2 semaines,
le samedi 14 mars à Ivry-Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, de 14h30 à 18h, mais on pourra le trouver, si on ne veut pas le faire dédicacer de manière dès à présent ou après-demain à cette librairie. J'ai reçu Stéphanie Bignon pour son association Terre et Famille, qu'on peut contacter pour le moment à terrefamille chez gmail.com. Merci Emmanuel. Voilà, dont le lancement aura lieu en Saône-et-Loire. Le 14 mars à 20h30. À Briand. À Briand, à 20 minutes au sud de Paray-le-Monial. Voilà. Et pour finir, haut en couleur, j'espère les auditeurs auront apprécié, on le retrouvera dans de futures émissions, Rodolphe Crevel, pour Mon cher entre-soi, écrit politique d'un activiste, qui est sorti clandestinement aux éditions de l'Histoire, et qu'exceptionnellement, je suppose que ce sera votre unique signature à visage découvert. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Par amitié pour nous. Donc vous le signerez ce samedi à Ivry-Facta, 4 rue Clichy, Paris 9e, de 14h30 à 18h. Oui, vous vouliez dire un petit mot sur pour nous, Facta, c'est pour faire un compliment, parce que Facta nous a soutenus dès le début. Et c'est pas si facile que ça pour une librairie d'avoir des gars qui arrivent d'on ne sait où, avec des grosses piles de journaux, qui encombrent les petits locaux, etc. Et plus que nos papiers sont un peu volatiles, etc. Donc Facta a toujours soutenu la chose. Voilà, chers amis auditeurs, on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission, un nouveau journal de la résistance française.